Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 24. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas, comment ça va? Ça va super, on est très content de vous retrouver pour ce 24e épisode de votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Il se passe beaucoup de choses évidemment. Alors cette semaine, on se dit, il se passe pas grand chose, mais en fait si, l'air de rien, il y a pas mal de brèves, comme d'habitude. On va commencer par le récap rapido de tout ça. Ensuite, on aura le point box-office d'Adrien, comme d'habitude. Tu nous parleras de Taylor Swift, bien sûr, mais aussi de l'Exorciste, de salles de ambiance. On vous fera une grande discussion, le débat du soir, de la journée, avec comment faut-il faire pour relancer James Bond, la saga de James Bond après Daniel Craig. Ensuite, on aura le radar des sorties que je vous ai préparé. Et enfin, une recommandation de la part d'Adrien en fin d'émission. On va vous rappeler, comme d'habitude, toutes choses égales par ailleurs, les petits likes, les petits commentaires, l'engagement d'une manière générale sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, où vous êtes présents, c'est toujours hyper apprécié, tout comme les étoiles sur vos applications de podcast préférées. Et puis parler de nous, c'est la meilleure manière pour nous de conquérir le monde. Allez, c'est parti Adrien, je vais te laisser parler de ta première brève qui nous parle de Gen V. Yes, Gen V, qui est en cours de diffusion à l'heure où on enregistre le podcast et qui va avoir droit à une saison 2. C'est confirmé, on vous en parlait la semaine dernière, c'était dans les tuyaux, on savait que ça allait se faire, mais là c'est bon. Amazon Prime Video a confirmé qu'une saison 2 de Gen V verra le jour dans quelques temps. Pour rappel, la première saison se termine là dans 2 épisodes, donc début novembre. Et petite info supplémentaire, Eric Kripke, voilà, je vais le dire à l'américaine, qui est le créateur de The Boys et producteur de Gen V, le spin-off, en fait a déclaré que la fin de la saison 1 de Gen V fera une transition vers The Boys saison 4. La saison 4 de The Boys sera elle-même une transition vers Gen V saison 2. Donc en fait, on a l'impression qu'ils vont mettre en place quelque chose à chaque fois au fur et à mesure pour lier les deux séries. On ne sait pas comment pour l'instant, mais pour ceux qui sont à jour sur Gen V savent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui peuvent vraiment impacter la série principale. Clairement. Donc The Boys, on rappelle que Gen V, ça se déroule en fait dans une université de super-héros où les étudiants se forment pour devenir la prochaine génération de super-héros. Voilà. C'est bien dit, et c'est pas mal Gen V, on en a parlé la semaine dernière en fin de recommandation, et puis 2 semaines avant je crois encore, bref, on aime plutôt pas mal Gen V, je suis à jour et j'aime toujours autant. On va continuer avec toujours Gen V, alors saison 1 tu nous en as parlé, saison 4 de The Boys c'est bon, c'est l'univers partagé finalement, qui est aux portes de The Boys. On va parler d'une série qui est très attendue sur Netflix, c'est Le Dernier Maître de l'Air, Avatar, le dernier maître de l'air, qui s'est un petit peu dévoilé cette semaine avec des images diffusées directement par Netflix sur ses canaux habituels. 5 jolies images, notamment Daniel Day-Kim en patron de la Nation du Feu, en Ozai. On a aussi vu Hiro, on a aussi vu Azula, Zhao et le prince Zuko, bien entendu, qui est joué par Dallas Liu. Très cool évidemment de voir tout ça, on a l'impression que ça va vraiment respecter l'animé originel. Pour l'instant, cependant, toujours aucune date de sortie n'a été divulguée autour de cette série qui est évidemment très attendue et qui devrait faire les grandes heures d'écoute de Netflix, j'imagine l'an prochain, s'ils commencent à un petit peu en parler en ce moment, c'est vraisemblablement que ça devrait arriver, mais pas sur la fin de l'année, quoi. Ouais, après c'est cool, on a l'impression que Netflix a peut-être trouvé la formule magique pour adapter de l'animation en live action. On va voir, hein. On s'emballe pas trop non plus, mais c'est vrai que ça avait bien marché avec One Piece. Peut-être que ça peut marcher avec Avatar, le dernier maître de l'air. Puis surtout il y a Jin de Lost, Daniel Day-Kim. Ça fait toujours plaisir de revoir Jin de Lost, j'adore. Donc voilà. Le seul truc qui me laisse un petit peu circonspect, c'est qu'à l'époque, il y a eu les anciens producteurs de la saga animée qui avaient quitté le projet live action pour faire leur propre projet Avatar en animé. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu des différents créatifs ? C'est difficile à entrevoir, mais bon, on attend ça évidemment avec impatience. On continue avec de l'animation, encore une fois, puisque Le Garçon et le Héron a un casting anglais absolument incroyable. Ouais, on s'y attendait pas. Pour rappel, Le Garçon et le Héron, c'est le dernier film d'animation de Hayao Miyazaki des studios Ghibli, qui sortira là très très prochainement en France, le 1er novembre, si je me trompe pas, et qui a le droit à un casting vocal, mais alors monstrueux pour sa version américaine, avec
Christian Bale, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara de The Boys, Mark Hamill, Robert Pattinson et Florence Pugh. Rien que ça, donc que des stars pour le doublage du Garçon et le Héron, qui n'a pas non plus tant de personnages que ça, donc vraiment ils ont récupéré le meilleur pour chaque perso. Évidemment, je ne vais pas en dévoiler plus que ça parce que certes, j'ai vu le film et je sais quel personnage est doublé par quel acteur, mais ce serait un peu spoilé en fait si on commence à développer, donc il faut mieux en savoir le moins possible. Mais on vous encourage évidemment à foncer voir le film dès qu'il va sortir en France, et puis évidemment à regarder notre petite vidéo YouTube qui a dépassé les 10 000 vues, on est très fiers. C'est la première de la chaîne dans laquelle on revient sur notre critique et avis sans spoiler du Garçon et le Héron. Bien sûr, allez voir ça sur YouTube. Dailymotion, non, c'est pareil, mais aussi. Allons-y. Ça existe encore, ouais, tout à fait. Exactement, des bisous, bien sûr. On va parler de Deadpool 3. Deadpool 3 qui, vous le savez, Deadpool 3 a dû terminer son tournage en fait à mi-chemin, grosso modo, cet été à cause de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs. La SAG-AFTRA qui est toujours en cours, ça fait déjà 100 jours que les acteurs sont en grève, et donc la date de sortie qui était prévue va être décalée tout simplement. Le film devait sortir au mois de mai, début mai 2024, et d'a priori, des échos de couloir qu'a Deadline, a priori ça va clairement pas être à temps, puisque il leur reste la moitié du tournage à terminer, bien sûr, et puis Hugh Jackman et Ryan Reynolds vont être certainement très occupés, même si la grève se terminait tout de suite, ils n'arriveraient pas à livrer le film à temps. Donc vraisemblablement le film va être décalé fin 2024. Tout ça évidemment c'est encore dépendant de la fin de la grève de la SAG-AFTRA. Et ça va durer encore un peu de temps parce que pour petit récap très rapide, on passe à d'autres brèves. C'est Fran Drescher qui jouait Nous d'Enfer en fait, oui. Qui est un peu responsable de tout ça à la SAG-AFTRA, qui est porte-parole et directrice. Je sais plus son poste exact, Fran Drescher. Je crois qu'elle est co-directrice ou co-présidente de la SAG-AFTRA, un truc dans ce genre-là. Voilà, et elle donc mène de front en fait cette bataille, et en face là très récemment, voire même aujourd'hui si je me suis bien renseigné, c'est George Clooney, Ben Affleck, Meryl Streep qui sont en fait allés la voir en lui disant il faudra peut-être avancer, peut-être un peu plus vite, et à faire des propositions en fait un peu plus intéressantes pour que ça se débloque, et elle a dit non, ça ne fonctionnera pas, donc la nounou d'enfer se prend la tête avec George Clooney quoi. Donc ça n'avance pas trop de ce côté-là, mais on espère quand même que ça va se débloquer assez vite. Ouais. D'ailleurs, elle les a un petit peu renvoyés dans leurs précarés en disant que en fait c'était plus ou moins les studios qui parlaient à travers leur bouche en mode pour essayer de semer les graines de la dissension, comme ça avait été le cas d'ailleurs des studios au moment de la grève de la WGA. Donc finalement, les méthodes se répètent, se suivent et se ressemblent. On va continuer avec des informations autour de Spider-Man 2 et de sa potentielle suite. Du coup, alors Spider-Man 2, le jeu vidéo qui est sorti la semaine dernière, qui cartonne et qui pourrait éventuellement justifier d'un crossover. Ouais, alors déjà on peut commencer par ce carton dont tu viens de parler. Marvel Spider-Man 2 a vendu plus de 2,5 millions de copies en 24 heures. Ce qui établit en fait un nouveau record pour PlayStation Studios. C'est le jeu le plus vendu estampillé PlayStation Studios, donc on savait qu'il était attendu, mais là c'est vraiment un raz-de-marée. Et de son côté, le doubleur officiel américain Yuri Lowenthal, donc qui s'occupe en fait de prêter sa voix à Peter Parker, a évoqué la possibilité d'un crossover entre Spider-Man et Wolverine. Et rappelons en fait que le jeu vidéo Wolverine est développé aussi en parallèle par les studios Insomniac, donc ce serait complètement logique que dans un potentiel 3e épisode ou dans un spin-off, on ait le droit à une aventure commune entre Spider-Man et Wolverine. Ce serait génialissime, j'adorerais ça. Et il espère aussi que Deadpool apparaisse dans un crossover, parce que pour les fans de comics, on le sait, Deadpool a souvent rencontré Spider-Man dans des cases de comics très 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 drôles. Et voilà, et en fait ils sont en train de faire leur MCU version jeu vidéo quoi. C'est un peu ce que j'ai l'impression de comprendre en lisant tout ça quoi. J'ai un peu peur qu'ils s'enferment en fait là-dedans, mais honnêtement ils sont tellement bons dans ce qu'ils font que honnêtement moi j'ai très très hâte de jouer aux deux. J'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que c'est cher quand même les jeux PS5. C'est cher, mais en tout cas c'est un carton, et puis voilà, ils font des blockbusters en jeux vidéo, moi ça me va si c'est bien fait. De ouf. On a tout dit du coup sur Spider-Man 2, on va continuer. Alors
C'est marrant, si vous écoutez un certain podcast qui s'appelle Pop News, vous êtes déjà au courant de cette information, puisqu'on vous l'avait dit, à l'époque c'était des bruits de couloir, c'est désormais officiel, Netflix augmente ses prix à partir de on ne sait pas quand, puisque tout ça c'est pas encore daté, mais lors des résultats trimestriels de Netflix, Netflix a annoncé à ses investisseurs que un certain effort financier allait être demandé à ses abonnés. Les abonnés concernés sont des abonnés qui sont dans 3 pays spécifiques, les États-Unis bien entendu, le Royaume-Uni évidemment, la France. La France, monsieur. Bien sûr, et pas n'importe laquelle. Celle de Netflix. Celle qui va devoir payer plus 2 euros sur 2 des 4 offres d'abonnement de Netflix, à savoir l'offre essentielle qui va passer de 8,99€ à 10,99€, et l'offre premium qui va passer de 17,99€ à 19,99€, donc 20 euros par mois. Alors pas de changement sur les offres standards à 5,99€ et avec pub, et l'offre standard à 13,49€. Bon, voilà, tout ça évidemment ça fait un peu suer, mais on le sentait venir puisqu'on l'avait déjà dit dans Pop News précédemment. À noter évidemment que chez Netflix, ça va très bien, puisqu'ils ont fait plus 10% d'abonnés en un trimestre, soit plus 8,6 millions sur le 3e trimestre. Ça fait un total de 247 millions d'abonnés dans le monde, malgré la fin du partage de comptes et des récentes hausses de prix. Donc tout ça, en fait, ça ne fait qu'apporter de l'eau à leur moulin, c'est-à-dire que les gens, ils sont captifs, en réalité, de Netflix. C'est monstrueux. Et je comprends pas pourquoi les gens gueulent pas plus. C'est quand même étrange qu'on accepte de payer autant, mais pas que Netflix, d'autres plateformes aussi qui augmentent leur prix comme ça, alors que c'est les actionnaires qui gagnent plus en fait, parce qu'on va pas se mentir, la qualité des séries et des films Netflix, ça s'amoindrit aussi au fur et à mesure, quoi. Donc bon, à voir si les gens continueront d'acheter ou pas. Exactement. Est-ce que les gens vont acheter ce reboot de Spawn chez Blumhouse? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, Adrien. Ouais, alors Blumhouse, qui est réputé pour faire des films d'horreur, travaille en fait actuellement sur un film Spawn. Spawn, c'est un personnage qui a fait ses débuts en 1992 dans des comics de McFarlane et qui a déjà été adapté en film en 97 et en série animée de 97 à 99. Et Jason Blum, donc le créateur de Blumhouse, qui avait fait American Nightmare, etc., qui a produit tout ça, travaille sur une adaptation cinématographique de Spawn avec une touche Blumhouse. Donc entendre un truc un peu dark, un peu horreur, etc. Et on sait déjà que c'est Jamie Foxx qui jouera le rôle principal d'Al Simmons, donc Spawn, dans ce projet de Blumhouse. Donc très cool. Spawn qui est un super héros, anti-héros, bien dark comme il faut, et qui mérite une belle adaptation au ciné. Je trouve ça très intelligent d'avoir choisi Jamie Foxx, qui est vraiment pas naze comme acteur. En fait, on pourrait le prendre pour un second couteau, mais en fait c'est quand même un bon acteur quand il s'y met. Surtout récemment, je trouve qu'il a sorti des très bons trucs, et je le vois, mais genre sans aucun souci, jouer Spawn et l'incarner, quoi. Donc c'est pour être très cool. Trop cool. Parlons de Zootopie 2. Alors Zootopie 2, il faut savoir que ça a été annoncé au mois de février dernier, et depuis on a 0 information. C'est pour ça que quand on en a vu cette semaine, on s'est jeté dessus. Alors il se trouve que c'est pas des informations incroyable, c'est le producteur de Zootopie 2 qui s'est permis de faire monter un petit peu la mayonnaise, histoire de nous dire que ça va être incroyable, bien entendu. Bon, on n'a pas vraiment de surprise que Russ Milheim, donc producteur chez Disney Animation et donc de Zootopie, premier du nom à l'époque, s'est exprimé sur le site The Direct en disant « Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et c'est un univers dont j'ai fait partie dans le premier film et c'était l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, pour être honnête. Et je sais que le prochain va le porter à un autre niveau et être, comme vous le savez, aussi bon, voire meilleur que le premier. Donc nous sommes vraiment enthousiastes à propos de ce projet. » Bon, évidemment, on passe la pommade, la brosse à reluire, histoire de faire monter un petit peu la hype. Bon, très honnêtement, moi, Zootopie 2, j'ai très envie de voir, parce que Zootopie, j'aime beaucoup, j'avais bien aimé Zootopie plus. Les courts-métrages qui étaient sortis sur Disney+. Et honnêtement, bon, évidemment, j'ai envie de le croire. Je jugerai quand même sur pièce au moment où ça sortira, et on ne sait pas du tout quand ça sortira. Ça a été annoncé en février 2023 par Disney, donc il est probable que ça soit dans plusieurs années, quand même. Mais bon, moi, pareil, je suis chaud, j'aime beaucoup le premier, et c'est l'un des meilleurs films Disney qui soit sorti ces dernières années. Exactement. Ouais. Pour les amateurs de jeux vidéo, on va vous parler du projet de film BioShock, qui refait parler de lui, en fait.
Ouais, on avait un petit peu oublié ce film BioShock, et c'est Michael Green, en fait, le scénariste du film, qui a donné une petite mise à jour sur l'état d'avancement du projet. Il a loué, en fait, Netflix pour... on parlait de Netflix juste avant, voilà, qui a augmenté ses prix, mais bon, Netflix, des fois, donne un peu d'argent quand même pour des projets sympas. Et Netflix bosse, en fait, sur cette adaptation, c'est eux qui ont les droits. Et il a loué, en fait, Netflix pour son soutien au projet avant et après la grève des scénaristes. Donc, apparemment, ils tiennent beaucoup voilà, à l'écriture du scénario et au fait que ce projet de film BioShock, cette adaptation au cinéma, enfin plutôt télévisuelle finalement, vu que c'est Netflix, aille jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur le scénario. On imagine que ça réutilisera quand même peut-être ce qui avait été fait dans le premier BioShock, à savoir une ville sous-marine, utopiste, etc., qui part en vrille, ou la suite BioShock Infinite, qui voyait une ville dans les airs, utopiste, voilà, où tout part en vrille. Voilà. C'est juste le décorum qui change, mais sinon, ça reste une ville où ça se part en vrille. BioShock dans les airs. BioShock dans les airs, BioShock dans l'espace. Voilà, et aussi à savoir que c'est pas la première fois qu'un film BioShock était en préparation, parce qu'il y avait déjà une tentative qui avait été faite en 2008 avec Gore Verbinski. Gore Verbinski qui était le réalisateur des 3 Pirates des Caraïbes. Donc à l'époque, il était vraiment en odeur de sainteté. C'était assez ouf comme projet, et on espérait vraiment que ça aille jusqu'au bout. Ça ne l'a jamais été, parce que le projet en fait a eu des problèmes financiers et ça n'a pas pu aboutir. Voilà, donc on espère que ce sera le cas pour BioShock sur Netflix. Ok, parlons de The Walking Dead, Daryl Dixon. Alors vous savez que ça fait quelques semaines qu'on n'arrête pas de râler pour vous dire que cette série se passe en France et elle n'a pas de diffuseur français. Ça y est, enfin on a la nouvelle, c'est Paramount Plus en France qui va diffuser la série spin-off de The Walking Dead centrée sur Daryl Dixon, perdu en France pour des raisons encore mystérieuses pour les gens qui n'ont pas vu la série encore, parce que je sais évidemment qu'il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion, et c'est normal évidemment sans diffuseur officiel. Bon, tout ça, ça arrive le 10 novembre sur Paramount+, en France, en exclusivité, en VOSTFR et en VF. Donc il y aura bien du doublage. Voilà, on ne sait pas si ça va arriver tout d'un coup ou s'ils vont faire monter la sauce avec une diffusion en hebdomadaire. On imagine quand même pour une plateforme comme Paramount+, qu'ils vont pas tout balancer d'un coup. Ça paraîtrait logique. Mais enfin, en tout cas, très bien. Passons à la suite avec The Rock qui pose une gueulante. Ouais, alors The Rock, il faut savoir en fait que oui, c'est un peu une news insolite, mais en fait le musée Grévin a dévoilé la première statue de cire de The Rock, donc Dwayne Johnson, que tout le monde connaît évidemment. Sauf que eh bien, ça a un petit peu coincé pour une raison particulière, c'est que la peau de cette statue est vraiment très très blanche par rapport à la couleur de peau naturelle de l'acteur Dwayne Johnson, ce qui a fait tiquer énormément d'internautes, ce qui a fait rire beaucoup d'internautes aussi, parce que la qualité des statues de cire du musée Grévin en général, c'est pas trop ça, mais c'est remonté jusqu'à Hollywood en fait, c'est remonté jusqu'à The Rock lui-même, et The Rock a fait une petite déclaration en indiquant qu'il souhaitait que le musée Grévin mette à jour sa statue de cire en commençant par la couleur de sa peau. Voilà, donc c'est très très moyen. Voilà, ouais. L'artisanat français en prend un coup à l'étranger. Clairement, on n'est pas bien vu. On attend évidemment une prise de position d'Emmanuel Macron. Évidemment, une visite diplomatique sur place. Je pense que là, voilà, il faut organiser un meeting, quelque chose. C'est très important ce qui se passe, très grave. Non, mais et au-delà de ça, bon, ceux qui nous écoutent en podcast, on vous invite évidemment à aller regarder cette photo qui fera sourire certains. Et c'est dommage parce que finalement, la statue est pas si moche que ça, parce que les tatouages sont bien faits, le visage il est très reconnaissable, il y a pas de souci quoi. Mais c'est vrai que bon, là il y a un souci d'éclairage quoi. C'est un gros problème. Ouais. Bon, voilà pour la petite news insolite. Les news insolites. News insolite aussi, c'est un tweet de Warwick Davis, le rôle-titre de Willow, le film et de la série, qui, je vous le rappelle, a été retiré des antennes de Disney+, au mois de mai dernier, de mémoire, après 6 mois seulement de disponibilité. Warwick Davis qui s'est permis de tweeter, s'est fendu d'un tweet, comme on dit, qui s'étonne un petit peu et demande à Disney comment réagir, parce que, je cite, « Je rencontre tous les jours des gens adorables qui sont fans de Willow et qui sont la raison pour laquelle la série Disney+ a été créée. S'il vous plaît, dites-moi, Walt Disney Company, que dois-je dire à ses abonnés quand ils demandent pourquoi ils ne peuvent plus regarder la série
hashtag gênant. Et effectivement, c'est un petit peu gênant quand même. Et c'est une super question, ça aurait même pu faire un gros sujet, un débat. C'est clair. On en avait parlé il y a quelques temps. Mhm. Le fait que beaucoup de séries et de films disparaissent du jour au lendemain, qui n'ont plus de support physique, qui n'ont plus rien en fait pour exister, c'est quand même, je trouve, un peu dramatique côté culture. Willow, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas, mais toujours est-il que ça prouve qu'il y a un souci à Hollywood, et notamment sur ces plateformes en fait qui font trop de contenu et ne savent plus quoi faire de leur contenu, quoi. Exactement. Puis bon, les gars, vous avez des serveurs, vous pouvez garder la série sur des serveurs. Ouais. Faut pas Là, en déconner. l'occurrence, donc, on va le rappeler, plusieurs dizaines de séries et de contenus Disney+ avaient été enlevés de la plateforme, ce qui leur a permis de réduire leurs impôts, tout simplement. Mhm. Donc Mhm. c'est vraiment un move purement financier qui a été fait ici par Disney+, et qui du coup, évidemment, foule un petit peu au pied un certain nombre d'artistes, tout simplement. Clairement. Ça avait été le cas notamment d'un film de Bryan Cranston. Donc voilà. Un certain nombre s'en étaient pas trop émus, et visiblement, voilà, plusieurs mois plus tard, ça commence un petit peu à les gêner. Donc voilà. On va terminer avec une nouvelle que tu viens tout juste de rajouter au conducteur, c'est la date de sortie de la série Fallout. Et oui, puisqu'il y aura une série Fallout. Ouais, c'était annoncé depuis quelques temps et ça fait plaisir d'avoir une date de sortie. C'est le 12 avril 2024 sur Prime Video qu'on pourra découvrir le premier épisode, ou j'imagine peut-être les 2-3 premiers, ce que fait souvent Prime Video possible, avec, ouais. avec ses grosses séries, de Fallout, l'adaptation télévisuelle du jeu vidéo culte des années 90, 2000. Le premier Fallout a dû sortir dans les années 90, c'est sûr, et voire 80 même, peut-être fin 80, bref. J'ai Et en tout regardé cas, ça. voilà, super idée d'adapter Fallout, parce que c'est une sorte de The Last of Us pour ceux qui connaissent pas du tout Fallout, hein, voilà. Non mais dans l'idée post-apo, Oui. dans un monde un peu délirant avec voilà, des cow-boys irradiés, des choses comme ça, et notamment en parlant de cow-boys irradiés, on aura le droit à un acteur, alors second couteau, mais que je trouve excellent, qui en la personne de Walton Goggins, Ouais. qu'on avait pu voir dans Les 8 Salopards, qu'on avait pu voir dans Vice Principals, la série. Il avait joué dans The Shield aussi, c'est un super acteur, et qui aura l'un des rôles principaux de Fallout, la série, on le rappelle, qui sortira le 12 avril 2024 en France. Le premier jeu est sorti en 97, pour être tout à Ah ok, fait ouais, j'étais précis. trop... Ça marche. Très bien, mais je crois que c'est la fin de nos brèves pour cette semaine. Un joli tour de l'actu quand même, hein, l'air de rien. Mais voilà, on va pouvoir attendre tranquillement la série Fallout très prochainement. Adrien, je te propose d'embrayer avec ton point box-office, s'il te Eh plaît. bien, allons-y, qui est assez chargé, parce qu'il y a eu quand même pas mal de sorties ces derniers temps. Et je vais commencer par Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui vient à peine de sortir en France et qui est déjà en tête du box-office français, avec 328 000 entrées sur 528 cinémas. Rappelons qu'il n'y a pas eu d'avant-première, donc c'est quand même une très belle perf pour Marty. Le film a réalisé 44 millions de recettes mondiales lors de son premier week-end, dont 23 millions aux États-Unis. Ça peut paraître beaucoup, c'est pas énorme quand même, parce que apparemment le budget avoisinerait quand même les 200 millions de dollars, et c'est un film qui dure 3h25, 26, un truc comme ça, donc ça sera difficile de ramener un public sur un sujet aussi compliqué que celui de The Killers of the Flower Moon. Mais on sait jamais, ça reste un Martin Scorsese porté par DiCaprio et De Niro. Mais bon, les estimations voilà, sont pas non plus excellentes. D'accord. C'est quand même le deuxième meilleur démarrage pour Martin Scorsese, malgré un nombre réduit de séances finalement, dû au long métrage et à la durée en fait, du long métrage de 3h26. Voilà, c'est bien ça. Je poursuis avec une année difficile de Toledano et Nakache, donc les réalisateurs d'Intouchables, qui eux voilà, sortent leur nouveau film avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan, qui sort lui deuxième du box-office France avec 265 000 entrées sur 667 cinémas, mais si on cumule avec les avant-premières, parce qu'ils ont fait beaucoup de tournées en France pour présenter le film, on est déjà à 344 000 entrées. Donc en fait il fait touche-touche avec le Martin Scorsese, il fait même un peu mieux, sauf que eux ils ont eu le droit à des avant-premières, ce qui est un peu triché dans l'idée. Je poursuis avec Taylor Swift. S'il y a des Swifties dans le chat, voilà, exprimez-vous. Hashtag Swiftie. Hashtag Swiftie évidemment. The Eras Tour, donc qui est le film en fait de sa tournée, qui reste en tête du box-office pour son deuxième week-end dans les salles américaines. On rappelle, c'est le film concert en fait de Taylor Swift qui a déjà rapporté près de 131 millions de dollars au box-office depuis sa sortie au cinéma. Les préventes en fait avaient déjà totalisé plus de 100 millions de dollars, donc c'est juste une folie furieuse, cette sortie de ciné. Taylor Swift en fait, alors pour la petite anecdote, a déjà rapporté plus que chaque film d'ici sorti cette année.
par exemple, le box-office nord-américain pour The Flash était de 108 millions de dollars. Pour Blue Beetle, c'était 72 millions de dollars. Et pour la suite Shazam, c'était 57 millions de dollars. Donc voilà, pour dire, c'est en fait Taylor Swift est plus forte que des super-héros de DC. Ça en dit long sur l'état de DC au cinéma en ce moment. Incroyable. Et pour la petite anecdote aussi, Taylor Swift est attendue pour faire une petite apparition dans Deadpool 3. En tout cas, c'est ce qui se murmure depuis plusieurs mois. Et ça dément pas trop du côté de Ryan Reynolds et compagnie, quoi. Donc il y a de grandes chances. Je continue avec la Patte Patrouille, qui ont des super pouvoirs de ouf, comme je le disais la semaine dernière. Et ils ont à tel point qu'ils ont des super pouvoirs de ouf qui font quand même 646 000 entrées en France. C'est énorme, c'est juste énorme. Et c'est pas fini, hein, les vacances viennent de commencer. Ça va être un raz-de-marée, je pense. Donc on va amener vos chiots et voilà, je suis fatigué. Bref, allez-y, pensez au cinéma avec vos enfants. On poursuit avec L'Exorciste Dévotion, qui a fait 264 000 entrées en France. Qui est vous trompez pas de salle, hein. Non, vous ne trompez pas de salle avec vos enfants, c'est plus sûr. Voilà. Ensuite, Le Règne Animal, donc film de genre français avec Romain Duris, dont on vous parlera en fin d'émission. Ça va être l'une de nos recos, qui est déjà à 431 000 entrées, qui avait fait un démarrage un peu tranquille, et puis là qui commence à prendre de l'ampleur. Et comme tu l'as dit, avec les vacances, il y a des chances que le bouche-à-oreille fonctionne bien. On espère que le film quand même dépasse le million d'entrées, ce serait pas mal. Mérité, on vous le dira en fin d'émission ou pas. Et je termine par The Creator, qui lui est à 549 000 entrées, alors qu'il est au cinéma depuis bien plus longtemps que Le Règne Animal. Et donc The Creator en France, c'est pas un énorme succès non plus, quoi. D'accord. Bien, mais pas top. Ok. Bah écoute, merci pour ce point box-office hebdomadaire, Adrien. On te retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour refaire le point sur tout ça. On va commencer désormais notre discussion de la semaine, qu'on a décidé de centrer sur James Bond, puisque Barbara Broccoli a pris la parole cette semaine dans les colonnes du Guardian au Royaume-Uni, évidemment journal respecté au Royaume-Uni, qui a pris la parole au sujet de où est-ce qu'ils en sont en fait, hein, de la production de la suite de la saga James Bond. On sait que Daniel Craig arrête, et que évidemment les producteurs sont à la recherche d'une nouvelle incarnation. Oui, je dis un, mais ça pourrait éventuellement être une à une époque. Oui. C'était un petit peu ça dont il était question. Et en fait, Barbara Broccoli, du coup, qui est la coproductrice de tout ça, on va dire la co-gérante de la marque James Bond, pour faire les choses très simples, elle dit qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que le personnage emblématique ne soit réinventé pour le prochain chapitre. Elle a ajouté d'ailleurs que les dirigeants n'avaient même pas encore commencé à moderniser la franchise, puisque c'est exactement ça qu'ils recherchent pour la suite de la saga, c'est comment est-ce qu'on fait pour moderniser cette figure d'un héros qui est effectivement, dans les années 60, très stéréotypé de l'homme très macho, etc. Et sur les différentes incarnations, ça s'est effectivement modernisé petit à petit, très petit à petit suivant les incarnations, mais disons qu'avec Daniel Craig, on était entré dans une nouvelle ère où elle décrit elle-même qu'il s'était un petit peu plus attaché à développer ses émotions, son côté, son parcours personnel, etc. Et donc c'est visiblement par là qu'ils veulent attaquer la suite de la saga James Bond. Elle dit qu'en fait pour eux il y a deux arcs. Il y a un an, dans le Hollywood Reporter, elle disait que dans un film James Bond, en fait, il y a évidemment un grand antagoniste, quelque chose qui fait un peu peur à tout le monde et qui doit pouvoir résonner avec le spectateur, mais aussi la quête émotionnelle de James Bond, et donc c'est la problématique qui est plutôt personnelle, et ça c'est quelque chose qui apparaît dans un certain nombre de James Bond, mais qui est surtout vraiment apparu dans l'arc de Daniel Craig. Donc c'est a priori vers ça que tout cela tend, et donc ça apporte notre question. Comment est-ce qu'on fait désormais en 2024, en 2025, en 2026, on n'en sait rien, comment est-ce qu'on fait pour relancer une saga telle que James Bond? Est-ce que tu as un élément de réponse, Adrien? Je pense que évidemment ça vient avant tout des scénaristes et ensuite d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Ça a toujours été très compliqué, James Bond, on le sait. GoldenEye a été un peu le James Bond qui a relancé la machine, je trouve, James Bond, après s'être endormi quand même pendant quelques années avec Roger Moore, qui avait joué le personnage au moins 7 fois. Je sais plus combien il a fait, Roger Moore, de James Bond. En tout cas, c'est assez c'est lui qui en a fait le plus de mémoire. C'est ça.
Et bon, alors oui, ça a pris du temps parce que James Bond était encore très misogyne, même à l'époque de Pierce Brosnan. Mais ayant revu exprès GoldenEye là, il y a 3-4 jours, on lui met des taquets quand même à James Bond. Oui. Certes, la nana va finir dans son lit à la fin et Moneypenny va être en pamoison devant lui. Mais on lui fait comprendre que c'est quand même un gros porc. Tranquillement, mais on lui fait comprendre. Daniel Craig, eux, ils y vont plus frontalement en disant voilà, Daniel Craig en fait. Lui-même, on sent qu'il a compris qu'il était un gros porc et donc il ne va pas voilà, agir comme tel. Je pense que ça vient des scénaristes parce que en fait, c'est un personnage que en fait, il est tellement iconisé et tellement iconique et les gens ont une image de James Bond qui est devenue même politique. On l'a bien vu à l'époque là de No Time to Die où à partir du moment où on a dit que 007 allait devenir une femme noire, tous les journaux de droite, etc. avaient commencé voilà, à sortir les fourches en disant mais c'est pas normal, notre James Bond est blanc et c'est un homme qui boit du martini et qui emmène les femmes dans son lit. Oui mais non, enfin dans ce cas-là c'est un personnage certes qui a été écrit par Ian Fleming à l'époque et qui fait partie de son époque aussi, ça faut pas l'oublier. Hein. Mais j'ai pas envie de changer le personnage de fond en comble juste pour dire voilà pour faire plaisir à la société d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est juste que on peut exploiter ses failles, ce qu'ils ont fait un petit peu dans la période Daniel Craig. Faut pas aller trop loin non plus là-dedans parce qu'au bout d'un moment ça peut devenir un peu ennuyeux. Je trouve qu'il y a tous se valent pas, hein, ceux de Daniel Craig. Ah oui, bah non, comme ça on peut en parler d'ailleurs si tu veux. Voilà, mais niveau écriture, on le sait. Hein, moi, mon top c'est non, c'est même Casino Royale, Skyfall, et après je dirais peut-être No Time to Die quoi, et l'autre. Quantum of Solace. Ouais. Oui, bah, je te rejoins là-dessus. Et Spectre aussi, Spectre. Spectre, ouais, pour moi, ça fait partie des derniers pour le coup dans le top 5. Je mettrais Casino Royale en premier aussi, Skyfall en dessous, No Time, Spectre et Quantum of Solace. Donc évidemment, avoir cette matrice avec ces deux branches, entre guillemets, du grand méchant qui parle à tout le monde, entre guillemets, qui fait peur à tout le monde, bon, ça marche. Pas toujours. D'ailleurs, t'es un petit peu souvent en train de revenir sur les mêmes poncifs, hein, puisque bon, quand on a 25 des James Bond, évidemment que... Voilà, du coup, quand je lis ça, cette partie d'interview d'il y a un an, je me dis, bon, bah, évidemment, elle va nous faire un truc sur l'IA, tu vois, et ça sera du réchauffé dans 3 ans, tu vois. Donc, bon, c'est possible, mais après, honnêtement, je veux voir comment ça va... Comment ils vont faire. Mais tu vois, tu parles de l'IA et tout, évidemment ce serait du réchauffé, bon, sans spoiler, mais on le spoil vite fait un peu. Mission Impossible, le dernier, c'est autour de ça, c'est pas très bien. Je pense qu'il faut revenir à un truc beaucoup plus brut, comme l'avait fait Casino Royale en fait à l'époque. Beaucoup plus gritty, beaucoup plus... Casino Royale, l'histoire elle est un peu alambiquée dans l'idée, moins que les autres quand même de Daniel Craig, mais elle est un peu alambiquée quand même. Mais tu te souviens de quoi quand tu mates le film? Une partie de poker incroyable, et c'est James Bond à une table de poker qui doit gérer tout. Et c'est tout, et c'est très bien, c'est simple, c'est efficace. On va pas chercher un méchant masqué qui va empoisonner les gens du monde entier avec un virus informatique et tout. Non, on s'en fout, c'est juste un type qui fait de la merde et on va l'arrêter, c'est tout, point barre. Et donc on va faire une partie de poker à 100 millions de dollars, je sais plus combien. C'est une des problématiques à laquelle sont confrontés les films d'espionnage, c'est que souvent les films d'espionnage c'est un peu compliqué pour pas grand chose. C'est un truc que j'avais d'ailleurs un peu critiqué au moment de Mission Impossible, cette partie 1, c'est que je trouve qu'en fait on essaie de nous en faire tout un pataquès, alors qu'en réalité ce qu'on veut c'est juste voir des courses-poursuites, des gens qui se tabassent et ça. Donc tu vois le côté prétexte, parfois en fait t'es pas obligé d'y passer tant de temps que ça. Et c'est un des problèmes qu'a James Bond parfois, par moments, c'est qu'on s'enlise un petit peu dans ces trucs là. Et voilà, s'il pouvait un petit peu revenir là-dessus, ce serait pas mal. Comme l'avait fait Jason Bourne, un peu plus dans le 2, en fait dans le 1, voilà, qui était très compliqué à tourner d'ailleurs le 1, pour ceux que ça intéresse, mais j'adore le 2 et 3. J'adore notamment le 2, que je trouve voilà, ultra brut de décoffrage, même si on comprend pas tout, au moins voilà, il y a une ligne directrice et on nous emmène pas non plus dans des strates un peu trop compliquées. Jason Bourne avait relancé la mode du héros d'espionnage, qui était justement un peu le héros à la papa qu'on avait avec Pierce Brosnan dans les James Bond. Jason Bourne débarque avec Matt Damon. Bon bah voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? James Bond s'en est inspiré avec Daniel Craig. C'était la suite ultra logique en fait pour James Bond. Là, en fait, c'est ça. Est-ce que actuellement on a une franchise d'espionnage
en dehors de Mission Impossible et de Tom Cruise, mais son créneau à lui, c'est les cascades. Donc en fait, James Bond, on fait déjà des cascades, et on le voyait déjà dans Casino Royale, où il saute d'une grue, il fait du parcours, etc. C'est pas aussi fou que ce que fait Ethan Hunt, mais ça reste quand même assez ouf. Est-ce qu'on là maintenant on a une franchise d'espionnage ou des films d'espionnage sur lesquels James Bond pourrait se baser, ou en tout cas s'inspirer, ou est-ce qu'il va devoir tout recréer de lui-même? Je sais pas. Il n'y a rien qui me hype en ce moment au niveau espionnage, tu vois, pour me dire ça marcherait bien dans un James Bond, tu vois. En fait, le truc, c'est que James Bond aussi, c'est une saga qui a toujours pris un malin plaisir à rester un petit peu dans son carcan, à rester dans un truc très classique, et ils le font presque un peu exprès, tu vois, dans le sens où parfois, les James Bond, c'est des trucs presque à contre-temps de ce qui se fait aussi dans le cinéma d'action. Évidemment, le choc frontal de tout ça, c'est quand tu regardes Kingsman, qui est un petit peu un James Bond qui fonctionne un peu comme un anti-James Bond aussi. Quand tu vois les scènes d'action de Kingsman et que tu regardes les scènes d'action de James Bond, tu te dis maintenant il y a un monde d'écart, mais c'est aussi un choix de la production de tourner ces séquences comme ça. Donc est-ce qu'ils vont faire le choix de se moderniser aussi dans la réalisation, dans les intentions de mise en scène, etc. C'est une question qu'on peut aussi se poser, de se dire maintenant, tu vois, quand tu veux du cinéma d'action, tu vas voir John Wick. Tu vas pas forcément voir James Bond. Maintenant, en fait, les gens, ils vont voir James Bond parce que c'est James Bond. L'événement, c'est la licence, c'est le 007 qui est apposé, en fait, sur l'affiche, tu vois. Et évidemment, ça restera le cas. Sauf s'ils nous font un truc qui fait pleurer dans les chaumières un petit peu de droite. Mais j'imagine que ça va rester le cas. Et tout ça, évidemment, ça dépend aussi du choix qu'ils font sur l'incarnation. Et là, c'est là où c'est intéressant. On va pas revenir sur le casting parce qu'on n'en sait pas grand-chose. On en a déjà parlé dans un Pop News d'ailleurs. On a parlé plein de fois. Il y a du Aaron Taylor-Johnson qui revient quand même pas mal en ce moment, et du Henry Cavill. Bon, Aaron Taylor-Johnson, je mets une pièce dessus, on sait jamais. Pourquoi pas. Au-delà de ça, Barbara Broccoli, donc la productrice, a aussi déclaré qu'il y avait un long chemin à parcourir avant que le personnage ne soit réinventé pour le prochain chapitre. Donc, ils se laissent le temps. Ils n'ont pas spécialement envie de rusher le truc pour dire c'est bon, on a trouvé notre créneau et c'est parti. Non, ils veulent être sûrs d'avoir la bonne formule, et puis passer derrière Craig, c'est ultra dur. Je pense que c'est extrêmement compliqué de trouver une nouvelle façon de faire. Je pense que ça passe peut-être par un personnage plus jeune. Faut pas hésiter peut-être à le rajeunir, en faire. Tu vois, Kingsman, il est plus jeune, ça fonctionne très très bien quand même. Un mec un peu, tu sais, branleur sur les bords, un peu coquille, là, tu vois, un peu genre voilà, je suis anglais et je traverse le monde voilà, en mission. Ça peut me faire marrer, ça peut être cool, ça peut être les débuts de James Bond, ça peut être sa jeunesse, pourquoi pas, quoi, vraiment la jeunesse de James Bond. Jeunesse à la trentaine, hein, c'est pas jeune, tu vois, mais ça peut fonctionner. En tout cas, ça changerait, ce serait un parti pris. Parce que là, à part prendre un mec extrêmement stock, mais Daniel Craig l'était déjà. C'était déjà un peu le cas, ouais. Ah voilà, je pense qu'ils ont un peu fait le tour, quoi. Et puis, sur l'exploration de la jeunesse de James Bond, honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins un peu traité dans Casino Royale, tu vois, dans le sens où c'était sa première mission, enfin ça ouvre sur sa première mission, sur le fait sur le permis de tuer. Voilà, le statut de 0-0, c'est... Bon, donc est-ce que ça ferait pas un peu redite aussi ? Tu vois, s'ils traitent à nouveau des amours empêchés de James Bond, est-ce qu'on va pas leur reprocher à nouveau de faire un petit peu ce qu'ils ont déjà fait sur la saga Craig, quoi. Donc c'est compliqué, ils se sont mis dans une position qui est pas forcément évidente à mon avis. Ouais, c'est sûr et certain. Et ils peuvent pas revenir en arrière, faire un énorme beauf qui va ramener des meufs, voilà, tous les soirs. Donc, non, c'est compliqué, on va leur reprocher. Et ils avaient changé ce truc-là avec Craig, donc ils avaient déjà un petit peu entamé quand même avec Brosnan. Ou alors, ils font un truc totalement décomplexé, quoi. Ouais. Vraiment, pas à ce niveau-là, hein, pas au niveau du cul, etc. Mais vraiment un truc totalement décomplexé en mode notre héros, en fait, il vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il vit avec plein de trucs. C'est pas un mec qui est engoncé, comme tu disais, tu vois, dans un carcan où oh là là, il faut absolument respecter. Non, en fait, c'est comment on dit. Un élément perturbateur peut-être, mais plus que Craig encore, quoi. Plus que l'itération de Craig. Vraiment, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais comme il est super fort, on peut pas l'empêcher, quoi. Moi, il y a un truc que j'attends évidemment dans tout ça, et tout ça, ça va vraiment être déterminé par le choix du réalisateur.
Ouais. qui scénarise, évidemment, mais surtout qui l'incarne. Parce que là, tout de suite, on aura des éléments sur la paire réalisateur-réalisatrice, acteur-actrice, potentiellement. C'est ça, tout de suite, on aura des informations de la direction qu'ils veulent poursuivre sur la suite de 007. Et c'est ça qui... Moi, honnêtement, j'attends un choix fort d'un point de vue mise en scène, en fait. Je pense qu'il faut des idées pour relancer, peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, tu vois, faire un truc, quoi. Non, bien sûr, mais ça, on parle souvent de Nolan aussi sur James Bond. Il y a des grosses rumeurs, et lui-même, Christopher Nolan, dit qu'il adorerait réaliser un James Bond. Je pense que ça serait très sympathique, un James Bond par Nolan, mais il faut derrière un super scénario, quoi. Alors, si lui scénarise, là j'achète le truc. Si c'est d'autres qui scénarisent, c'est peut-être moins bien. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que Broccoli parle de caster un méchant et de savoir qui est le méchant avant de savoir qui est James Bond. C'est un peu bizarre aussi, je trouve. Enfin, faut peut-être mieux savoir qui est ton personnage principal avant de savoir qui est le méchant juste d'un film, tu vois. C'est quand même un peu bizarre. Mais oui, il y a des trucs qui pourraient rassurer. C'est vrai qu'en le disant, Christopher Nolan avec un James Bond, d'ailleurs lui, il se murmure encore une fois qu'il y a un James Bond en 2 parties, pourquoi pas. Je suis peut-être trop loin dans les rumeurs, mais en tout cas, rien qu'un film de Nolan, ce serait cool. Ça peut déjà lancer quelque chose. Au-delà de la qualité du film, même si je doute pas qu'un film de Nolan ce sera pas mal, ça peut lancer quelque chose, et pourquoi pas tendre vers le fantastique aussi, hein. C'est une piste là, pareil, là je lance des pistes comme ça, mais Nolan c'est du fantastique aussi, même s'il a fait Oppenheimer biopic. Mais pour moi, Tenet, il y a un côté James Bond dans Tenet, hein. Inception c'est un James Bond, hein. Oui, exactement. C'est quand même et à la fois Christopher Nolan a aussi un peu ce côté classicisme que recherchent aussi les producteurs de James Bond, je trouve. Il est très attaché à son image, ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment... tout est très pensé. Sur ses plans, sur sa manière de développer son montage, etc. Et ça collerait très bien, je trouve, parfait. Avec ce que sont les films James Bond. Ah, évidemment, le mec est british. Il bosse bien, il bosse vite, il bosse, je pense, pour pas très cher. Il est rentable comme jamais. Il est au sommet de son art. Les gens l'adorent, le public va suivre, les critiques vont suivre. Il pourrait totalement être le mec qui va lancer le nouveau James Bond. Ce serait, mais alors, le meilleur choix possible, quoi. Si je vais un peu plus loin, son traitement des femmes est pas foufou dans ses films, ce qui colle aussi à des James Bond dans l'idée. À l'ancienne, hein, je parle de James Bond classique, tu vois. Bon bah voilà, hein, c'est pas déconnant du tout, hein. Peut-être qu'on a mis le doigt sur quelque chose, même si on n'est pas les premiers, mais on pourra ressortir les bandes quand Nolan sera annoncé. Nolan avec Aaron Taylor-Johnson. Exactement, on vous l'avait dit. Mais ouais, non, je pense que ce serait le meilleur choix. Pas forcément le meilleur James Bond, hein, mais le meilleur choix pour relancer James Bond après Daniel Craig. Ce serait dans l'air du temps, ce serait pas con du tout. Et tu vois, petite touche de fantastique par-dessus. Et tu vois, à une époque, il y avait des rumeurs autour d'un James Bond réalisé par Danny Boyle. Et là, c'était pas des rumeurs, c'était dans les... C'est vrai, ça devait être No Time to Die de mémoire. C'était No Time to Die, bien sûr, mais c'est pour différents créatifs qui sont... Exactement. Et donc, du coup, là, tout de suite, on te dit le prochain James Bond sera réalisé par Danny Boyle, versus on te dit le prochain James Bond sera réalisé par Christopher Nolan. Tu n'imagines pas du tout les mêmes films. Et c'est ça qui m'intéresse dans la future news, du coup, qu'on traitera dans Pop News, de qui réalisera le futur James Bond, parce que pour moi, ça va bouillonner, en fait, de potentielles idées. Sauf si ils vont aller pêcher quelqu'un qu'on connaît pas, et que, du coup, on aura du mal à se projeter. Mais, du coup... potentiel inconnu, ça veut dire aussi potentiellement un film qui est un peu façonné par le producteur. Oui, complètement, mais c'est pas bête du tout, hein. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Tu parles d'un inconnu, moi ce que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est ramener Martin Campbell. Martin Campbell qui avait relancé James Bond avec GoldenEye, Martin Campbell qui avait relancé James Bond avec Casino Royale. Pourquoi pas le ramener une nouvelle fois, où il relance encore la saga James Bond, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait depuis Martin Campbell? Martin Campbell, il a pas fait grand chose, hein, depuis Casino Royale, mais bon, déjà il a ça à son actif, ce qui est pas mal du tout, quoi. Pas mal, hein. Et donc voilà, mais oh là tu là, vois, il a commis Green Lantern en 2011. Ouais, c'est vrai.
ok. Bon, il a fait le masque de Zorro, Casino Royale et GoldenEye, le mec ça va dans mon cœur. Ça va, ouais, ok. Il est quand même là, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Non. Ok. Mais donc ouais, c'est une question en suspens pour l'instant. Ouais. On en saura plus déjà quand on aura plus d'infos sur le casting, sur l'histoire, sur le réalisateur. Et je suis très curieux de voir comment ça va se dérouler. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on peut clore ce petit débat là-dessus, puisque bon, on a dit un petit peu tout ce qu'on avait envie de vous dire autour de James Bond. Yes. On ne sera pas sans vous reparler de cette saga, bien entendu, d'ici les prochains mois et d'ici les prochaines news à son sujet. On va passer au radar des sorties, si tu le veux bien. Allez. Le radar des sorties, évidemment, qui chaque semaine vous dit ce qui sort au cinéma, en streaming, mais aussi dans les jeux vidéo, puisque voilà, en ce moment c'est le carrefour, il y a plein de trucs à regarder, à voir, à jouer. On va commencer avec les sorties salles, avec Saw 10 qui sort le 25 octobre dans les salles françaises. C'est déjà disponible aux États-Unis, tu nous en as déjà parlé de mémoire dans ton point box-office. Voilà, la suite, le 10e épisode de la saga horrifique arrive ce mercredi en France, tout comme ce film de science-fiction et romantique, oui, qui s'appelle The Pod Generation, qui arrive le 25 octobre. C'est un film avec Emilia Clarke et Chiwetel Ejiofor, qui est donc une romance science-fiction, où dans un futur proche, un couple décide d'avoir un enfant, et on leur propose de porter l'enfant dans un pod. C'est une espèce d'œuf, en fait, qui est à l'extérieur, du coup, dans le monde réel, en fait. Donc l'enfant n'est pas porté dans le ventre de la maman. C'est une expérience qui va évidemment diviser le couple, et donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu une comédie romantique, matinée de science-fiction. C'est un petit peu un épisode de Black Mirror, j'ai l'impression, mais peut-être un petit peu plus souriant. J'ai regardé la bande-annonce et je me dis que j'irai peut-être le voir quand même. En streaming, pas mal de choses. On a The Winter King qui arrive en France sur OCS le 24 octobre. Alors, c'est une réécriture de la légende arthurienne en série d'action. Donc c'est Arthur Pendragon, évidemment, qui revient en Bretagne et tente d'unifier le royaume envahi par les Saxons. Pourquoi pas? C'est sorti du coup au Royaume-Uni et aux États-Unis cet été, et ça arrive en France du coup ce 24 octobre sur OCS. Tout comme Fear the Walking Dead qui arrive sur Canal+, le 24 octobre avec sa saison 8 partie 2, à savoir les derniers épisodes, puisque la série s'arrête. C'est les derniers épisodes, et a priori, si j'en crois un petit peu les fans qui continuent un petit peu à regarder, c'est pas si bien. Du coup, tant mieux que ça s'arrête a priori. Parlons d'une série que tu vas regarder a priori avec grand intérêt. C'est une série qui s'appelle Pluto, qui sort sur Netflix le 26 octobre. C'est une série animée adaptée du manga du même nom de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, c'est Monster, c'est 20th Century Boys. Et ici, il s'inspire d'Astro Boy et notamment du méchant Pluto, qui s'opposait à Astro Boy, notamment dans les mangas de Tezuka. Donc ça a l'air très cool, honnêtement. C'est super. C'est un super manga. Donc ça arrive le 26 octobre, et honnêtement, pour avoir vu un petit peu le trailer, ça a l'air sympa. Et le 26 octobre, sur Canal+, je vous propose Gangs of London, saison 2, qui arrive sur Canal. C'est une série de gangsters de Stars Play, dont la saison 3 est déjà commandée. Donc la saison 1 est arrivée, je crois que c'était en mai dernier, sur Canal en France, et donc la saison 2 arrive, et la saison 3... d'ici quelques mois. Donc voilà. Côté jeux vidéo, je vous propose 3 sorties, notamment Cities Skylines 2, qui est un jeu PC de gestion de ville. Alors, pour avoir vu les retours, attention à l'optimisation. Si vous n'avez pas spécialement une bête de course, attendez peut-être un petit peu, puisque l'éditeur lui-même a annoncé que le jeu n'avait pas atteint les minimums requis. Il va quand même sortir le 24 octobre, donc attention si vous êtes un petit peu ric-rac d'un point de vue ressources. Le jeu sortira sur console en 2024. Sur PC également, Le Seigneur des Anneaux, Retour en Moria, Return to Moria, qui sort le 24 octobre en Early Access sur PC. Je crois que c'est uniquement sur Epic Game Store. C'est un jeu de survie, de craft et multijoueur. Voilà, donc pour les amateurs, je pense que vous savez déjà que ça sort. Et enfin, le grand morceau de cette semaine qui sort le 27 octobre, c'est Alan Wake 2 qui sort sur PC, sur PlayStation 5, sur Xbox Series. C'est un jeu d'action horreur qui sort 13 ans après
le premier film, le premier jeu très inspiré de Stephen King, de Twin Peaks, etc., qu'on a tous les deux adoré, Adrien et moi, et on a très hâte d'avoir cette suite qui sort 13 ans après. Et d'un côté pitch, c'est 13 ans après la disparition de l'écrivain Alan Wake, une série de meurtres se produit à Bright Falls, la ville où il séjournait au moment où il a disparu, et une agente du FBI mène l'enquête. Donc voilà, on va a priori jouer à la fois Alan Wake et cet agent du FBI, mais ça a l'air honnêtement très cool et encore plus barré que le premier de ce qu'on en a vu. Honnêtement, bon, si vous avez Alan Wake 1, peut-être que Alan Wake 2 sera fait pour vous. Voilà pour le radar des sorties de cette semaine. On va terminer tranquillement cette émission avec la reco d'Adrien, puisque moi je n'en ai pas, j'ai passé mon week-end à travailler sur le visuel de notre chaîne Twitch. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Tu vas nous parler du règne animal. Ouais, du règne animal avec Romain Duris et Paul Kircher de Thomas Caillet. Règne animal, donc, qui est un film de genre français, on n'en fait pas beaucoup, donc c'est plutôt cool d'en voir débarquer au cinéma. Le petit synopsis, c'est qu'en gros, depuis 2 ou 3 ans, on ne sait pas trop exactement en fait, certains humains mutent, il y a des mutations, ce qui fait qu'ils se transforment en animaux divers, ça peut être des oiseaux, ça peut être des loups, ça peut être des tigres, des chiens, etc. Donc voilà, en fait, les humains changent d'apparence et vraiment deviennent totalement des animaux. Et ceux qui restent totalement humains, s'habituent à cet état. Et on suit en fait le parcours d'un père et son fils, dont la mère, et donc la femme de Romain Duris, en fait, dans le film, est devenue une créature. Ils appellent ça les bestioles ou les créatures. Et donc eux, ils partent en road trip pour la rejoindre en fait dans un centre spécialisé pour s'occuper de ces créatures-là. Un centre qui se situe dans le sud. Et c'est en fait vraiment un parcours un peu coming of age pour le jeune homme, le gamin, qui lui va se découvrir, etc. Et pareil pour le père qui va devoir accepter que sa femme, évidemment, n'est plus présente dans la famille, va devoir s'occuper de son fils, etc. Ouais. Et c'est pas du tout en fait un film d'horreur. Loin de là, il y a franchement il y a un jump scare, voilà, mais c'est tout. C'est plus un film sur les personnages en fait, c'est un film sur comment on fait un semi-deuil, comment on grandit, comment c'est un film sur la puberté aussi, c'est un film sur tout ça quoi. Et est-ce que ça en fait un bon film ? C'est assez compliqué parce que j'ai l'impression que soit on adore, soit on déteste. D'accord. Il y en a qui adorent ce film à un point que je trouve un peu étrange, faut pas non plus déconner quoi. C'est un bon film mais c'est pas non plus un excellent film. Il est excellent sur quelques points, notamment les effets spéciaux. J'ai quand même été très surpris de la qualité apportée aux effets spéciaux, et en même temps le film coûte 15 à 16, 17 millions d'euros, ce qui est quand même énorme, hein. C'est un énorme budget quand même pour un film de genre. Oui, c'est ok. Ouais. Voilà. C'est quand même pas mal, hein. Et là-dessus ils ont très bien bossé. Tu sens qu'il y a un mix entre les animatronics et de la perf, un peu en CGI, plus des costumes et tout, donc c'est vraiment bien fait. La motion capture et tout, franchement c'est bien fait, c'est très très bien fait, notamment un homme oiseau qui rappelle Icar, qu'on voit un peu dans la bande-annonce, qui est superbe. C'est un bon film, mais c'est pas Dune comme on dit dans le chat. Oui, alors voilà, pour la petite histoire, je n'aime pas spécialement Dune. Est-ce que j'ai préféré Dune au règne animal ? Peut-être. Mais le règne animal, donc ouais, pour revenir à ce film-là, qui est compliqué parce que je veux pas spoiler non plus. Donc, oui, c'est pas évident. Qui est un beau film, qui m'a un peu ému quand même. Vraiment, j'étais un peu ému sur la fin, qui a des facilités scénaristiques, c'est assez gros. Il y a un rappel, par exemple, l'intro la fin du film est un rappel à l'intro. Tu le vois gros comme une maison. Il y a des problèmes de scénario aussi. À un moment, il arrive quelque chose à un personnage secondaire. On n'en entend plus parler après. En fait, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait faire tomber plein de personnages. Et non, d'accord, on n'en parle plus. Ouais. Bon, bizarre, parce que le film en fait va vite. En fait, c'est un film qui s'arrête pas trop. Et qui veut avancer dans son histoire et te raconter ce qu'il veut te raconter. Donc c'est bien raconté, franchement c'est bien monté, c'est bien rythmé, c'est cool, c'est bien joué jusqu'à un certain point. Alors Duris, j'aime énormément Duris, donc moi j'ai jamais de souci avec Romain Duris, je trouve qu'il fait très bien le taf, il le fait super bien, ce père un peu à l'arrache parce qu'il a pas trop le choix non plus, il est tout seul, il doit gérer son fils qui est un adolescent lycéen, donc c'est compliqué, voilà, et lui il fait des petits boulots.
Il va rencontrer Adèle Exarchopoulos, qui est une flic, qui elle justement va l'aider un petit peu à avancer là-dedans et tout. Donc les deux jouent très bien. Mais alors il y a le fils qui arrive, quoi. Et alors le fils, ça passe ou ça casse. Mais alors moi j'ai trouvé ça un peu compliqué. Au début je fais ok, c'est un parti pris. Mais en fait il parle d'une façon tellement bizarre. Il fait ouais, je suis un ado et ouais, ma mère c'est un monstre, quoi. Et il parle comme ça tout le temps et en fait ça m'a sorti du film. Ça m'a un peu fait chier et je pense que le film aurait été bien meilleur si ça avait été un autre acteur. Je dis pas qu'il joue mal, en fait, c'est ça le problème. Mais c'est juste qu'en fait ça dénote tellement. Ouais. En fait, c'est-à-dire, t'as l'impression que le mec il est trop naturel, en fait, qu'il est pas en train de jouer, parce que ça se sent, quelqu'un qui est pas en train de jouer. Des fois c'est génial, mais quand tout le monde est en train de jouer, mais de bien jouer, hein, et que derrière t'as quelqu'un qui arrive en mode trop naturel, il y a un décalage qui se crée. Ce qui fait qu'en fait, voilà. Ça apporte aussi au personnage en même temps, donc voilà, je suis peut-être un peu difficile. Peut-être un problème de direction d'acteur, hein, qui sait. Oui, je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur. Tous sont pas non plus excellents, voilà, mais très beau décor, très belle mise en scène parfois. C'est quand même assez enlevé. Il y a des plans séquences sympas. Il y a des. Je trouve que c'est cool de leur retourner dans le sud, dans les forêts du sud. Tu vois, c'est une super idée. Donc c'est un film qu'il faut voir parce que c'est un film fantastique, c'est un film de genre en France qu'on a très peu, donc il faut le soutenir, je pense. Mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... un petit peu plus. D'un petit peu plus poussé, peut-être au niveau des thématiques qui sont un peu faciles dans l'idée, mais qui fonctionnent. Après, on va pas trop lui en demander parce que le film fonctionne et voilà, quoi. Ouais, ok. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que à la fois, on est super content de voir ce genre d'initiative de genre dans le cinéma français, mais d'un autre côté, tu peux être aussi honnête et entre guillemets objectif sur la qualité du film, et il le faut. On peut encourager tout en notant qu'il y a des petits soucis quand même dans un film comme celui-ci, quoi. C'est important, bien sûr. Non, et puis au moins c'est fait. Non, c'est bien fait. Le fric est quand même bien utilisé et c'est une belle histoire qui est racontée. C'est pas non plus nul, tu vois, du tout, juste pour faire un film de genre, quoi. Donc non, mais oui, il faut quand même le dire. C'est pas parce que c'est un film de genre qu'il faut absolument le soutenir les yeux fermés en disant c'est génial. Non, il y a des défauts et comme dans tout film, il y a des défauts, quoi. Notamment Dune, évidemment. Voilà. Non, c'est important de le souligner, mais il vaut le coup d'être vu. Si vous le voyez pas au cinéma, c'est dommage, mais vous pouvez le voir aussi quand même après en VOD, ce serait très bien, quoi. Ça marche. Ouais, j'espère pouvoir le choper bientôt. Ouais. Bon, très cool, merci beaucoup pour cette reco en demi-teinte, du coup. Exactement. Et on va se laisser là-dessus pour cet épisode 24 de Pop News, cet épisode hebdomadaire. On se retrouve évidemment la semaine prochaine dans vos chaumières sur Twitch à partir de 20h30 tous les lundis, ou bien mercredi pour l'épisode en podcast, ou bien en vidéo, en rediffusion, comme on dit. N'oubliez pas, pendant ce temps-là, de parler de nous autour de vous, bien entendu, de réagir, d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux que vous utilisez. Nous sommes disponibles à peu près partout, en fait. On est sur Twitter, on est sur TikTok, on est sur Blue Sky désormais, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Dailymotion, on est sur Twitch tous les lundis à 20h30. Je crois que c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. N'oubliez pas évidemment les petites étoiles pour faire un petit peu monter le podcast en puissance. Et puis on aura peut-être une petite surprise la semaine prochaine. Voilà. Je m'avance peut-être, mais peut-être qu'il y aura un invité. On sera peut-être 3 la semaine prochaine. Voilà. Et vous êtes pas prêts. Un invité de marque, voilà, un invité très spécial. Et si c'est le cas, ça nous fera extrêmement plaisir. Avec un débat fructueux qui s'annonce lundi prochain, donc soyez là, lundi 20h30 sur Twitch et ou mercredi prochain du coup en podcast. Je pense que ça vous plaira. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.